J'ai trouvé le meilleur animé de Netflix. Et ça fait longtemps que je n'avais pas vécu une telle chose après un visionnage. Vous savez, ce genre d'animé simplement beau, qui vous fait du bien, qui parle leur histoire, leur beauté, et juste ce qu'il faut de dialogue et de plans pour vous couper le souffle, vous touche simplement sans fioriture. Et je vais sûrement vous décevoir, mais il n'y a pas de bagarre, pas de sang et pas de laser. Mais pitié, restez là. À mi-chemin entre Your Lie in April et Violet Evergarden, mais avec moins de PLS après le visionnage, je vous assure, le 16 janvier 2026, un animé de 20 épisodes seulement sur Netflix, écrit et chara-designé par une des plus grandes mangakas de l'histoire et bluffant toute la communauté manga. Bienvenue dans l'incroyable histoire derrière le meilleur animé de Netflix de cette année, Prisme Rondo. Lily Ichijo-in, fille unique d'une famille qui tient une boutique de kimono à Yokohama, part pour l'Angleterre pour rejoindre une grande école d'art, car elle est passionnée de dessin et de peinture. Mais elle n'a que 6 mois pour faire ses preuves et devenir la numéro 1, auquel cas elle devra rentrer au Japon. C'est pleine de conviction qu'elle arrive donc à Londres et fait la rencontre d'un jeune homme fils d'aristocrate, un génie dans l'Académie des Beaux-Arts Saint-Thomas qui va devenir autant son rival que celui qui fait battre son cœur. Mais le but de Lily n'est pas la romance ici. Elle ne vit que pour l'art, tout comme ce jeune homme du nom de Kid Church. C'est la passion de la peinture, du dessin, qui va lier non seulement nos deux héros, mais également d'autres artistes avec qui elle va découvrir l'Angleterre et les énormes différences entre le Japon et ce pays. L'histoire d'une japonaise qui, à 10 000 km de chez elle, va découvrir un autre univers, un échange culturel et social sur un continent qui va bientôt connaître sa première guerre mondiale. Il faut savoir que derrière le prisme de l'amour, la version française de Prisme Rondo, ce n'est pas n'importe quel mangaka. Ce n'est pas n'importe quel balai, Harry. Elle a marqué le monde du manga en écrivant plusieurs histoires, dont une qui va faire le tour du monde. Lorsque vous avez lancé l'épisode et que vous avez vu le générique qui est assez court d'ailleurs, vous avez vu le nom de Yoko Kamio apparaître. Et c'est peut-être pas un nom que vous connaissez contrairement à Ayazawa ou Rumiko Takahashi, et pourtant elle a marqué le monde du manga pendant des années, surtout avec une œuvre, Hana Yori Dango. C'est l'œuvre shoujo la plus vendue au monde. Écrite de 1992 à 2004 avec un total de 37 tomes, nous racontons l'histoire de Makino, jeune élève boursière qui va arriver dans un lycée de riches où le fameux F4, un quatuor de garçons, les plus riches et les plus beaux du Japon et surtout les plus détestables, vont faire de la vie de Makino, surtout le fameux Tsukasa Domyoji, un enfer. C'est une romance school life avec des thématiques quand même très problématiques et des gros red flags pendant toute l'histoire, mais ça n'empêche que Hana Yori Dango, c'est une œuvre qui a marqué l'histoire. Non seulement de par son nombre de tomes vendus, plus de 60 millions, ses apparitions très fréquentes dans le top Oricon annuel jusqu'au dernier tome, et surtout, c'est le manga avec le plus d'adaptations live-action de l'histoire. Il va être adapté dans 5 pays différents, entre les années 90 et jusqu'à 2021, alors que l'histoire est terminée depuis 2004. Il va y avoir une version japonaise, puis une taïwanaise, puis encore une japonaise, puis une coréenne, extrêmement connue celle-là aussi, une thaïlandaise et une chinoise. Et personnellement, la version japonaise est un de mes dramas préférés all time. Ça va déchaîner les passions, faire des taux d'audience de zinzin, et la hype Hana Yori Dango et son histoire va même être relancée grâce à une version chinoise qui va cartonner car elle va être disponible à l'international sur Netflix. Ils vont reprendre le nom qu'ils avaient donné à la version taïwanaise des années 2000, Meteor Garden, et Yoko Kamio va même faire des selfies et faire des shikishi personnalisés aux acteurs. Donc ça veut dire que la mangaka l'a rencontré Wang Suji, ce beau gosse ultime. Elle lui a même fait un shikishi avec le chara-design de Domyoji de base, plus un nouveau qui lui ressemble. Le flex ultime. Et ça se voit, elle est à côté comme ça, en mode elle est contente. Elle est comme nous. C'est normal. Yoko Kamio, après Hana Yori Dango, va continuer à écrire quelques œuvres sans atteindre le succès de cette longue histoire qui lui a pris 12 ans d'écriture. Et pour la petite info, elle a un site internet, un Instagram et un Twitter où elle partage pas mal son quotidien et ses passions. Et c'est une femme passionnée, une grande romantique, toujours aussi fan de l'amour sous toutes ses formes, qui aborde des thèmes qui peuvent être problématiques, une vision de l'amour parfois toxique, mais si on m'avait dit qu'elle allait revenir avec une série animée remplie de green flags, je n'y aurais pas cru, et pourtant, c'est ce qui va se passer.
Yoko Kamio qui s'occupe d'une série animée Netflix après 2020, j'y aurais jamais pensé. Nous sommes encore dans la période Covid, une période qui va marquer le monde entier, notamment les Japonais. La fermeture des frontières et la pandémie effraient le monde entier et ça va être un peu le moteur également de cette histoire. Car quand Monsieur Sakurai, producteur de la série, la contacte en lui proposant de travailler ensemble sur une série animée, elle se dit que ce n'est pas possible, c'est sûrement une arnaque. Mais force est de constater que le projet a bien lieu et que c'est loin d'en être une. On l'a contacté pour son talent. L'idée de base au niveau du scénario vient de Monsieur Sakurai. Il voudrait qu'une fille aille à l'étranger au début du XXe siècle. Et ça ferait du bien à une période où on ne voyage plus. Et là, Yoko Kamio a l'idée d'écrire une histoire d'amour avec un aristocrate anglais. Alors que Sakurai avait plutôt envie de faire se dérouler l'histoire en France. Et oui, on a failli avoir un oui-oui baguette. Mais techniquement, c'était beaucoup moins faisable. Il y avait plus de facilité à apprendre l'anglais que le français. La barrière de la langue aurait été vraiment trop compliquée à mettre en place et à dépasser, d'autant plus que l'idée d'avoir une histoire d'amour avec un aristocrate n'aurait pas pu se faire en France, étant donné que la royauté et la noblesse étaient terminées depuis bien longtemps, alors que l'Angleterre continue d'avoir ses aristocrates. Et autre point fort d'aller en Angleterre, et c'était très important pour Yoko Kamio, c'est qu'il y avait une reine. La personne la plus importante de ce pays est donc une femme. Étant donné que Lily arrive d'un pays où l'éducation artistique n'est là que dans le but d'avoir des points en plus pour un mariage, arriver dans un pays où les femmes peuvent avoir du pouvoir va appuyer l'évolution de Lily et son émancipation des normes sociétales, et surtout faire en sorte que dans cette histoire, les femmes aient une place extrêmement importante, des femmes fortes qui choisissent leur voie. L'anime est donc licencié par Netflix et le studio derrière c'est WIT. Encore une fois, un taf exceptionnel, et je dois vous avouer que sur celui-là ils se sont fait vraiment plaisir. Les décors sont des toiles, les plans sont travaillés et ont une véritable intention artistique, mais regardez-moi l'animation de la mer, s'il vous plaît. Le tout dirigé par Kazuto Nakazawa, et histoire de vous endormir moins bête, sachez qu'il a notamment travaillé sur Samurai Champloo ou encore le clip de Breaking the Habit de Linkin Park. Oui. De plus, comme pour Evangelion à l'époque, la série a le droit à son adaptation manga, qui est actuellement en cours sur Manga+. Et niveau comédien doublage, on est servi. Vous avez peut-être, pour ceux qui ont déjà vu l'anime ou qui l'ont déjà commencé, reconnu quelques voix. On y retrouve la voix de Eren, de Anya, de Miyamura dans Horimiya ou même Jiraiya dans Naruto. Et l'acting est très bon. Tout est parfait et peaufiné. Il faut aussi savoir que, étant donné que cette histoire a été élaborée pendant le Covid, le besoin de créer une œuvre qui fera du bien est essentiel. C'est exactement ce que l'on ressent. Lorsqu'on regarde cet animé, ça nous fait du bien. Et je dois vous avouer que ça change énormément de Hana Yori Dango, où c'est une succession de violences, de traumas, de harcèlement et de personnes peu recommandables, malgré une histoire palpitante, haletante, avec des red flags qu'on a envie de pardonner. Oh ça va, je lis de la dark romance, c'est séparer la fiction de la réalité. Mais là, ça n'a plus rien à voir. Ici, vous êtes sur une histoire qui parle d'art et relate des faits historiques avant tout. Mais surtout, les personnages sont forts, intéressants et foncièrement bons. Même s'ils ont parfois des moments où ils vont craquer et douter, on a enfin des personnages green flag et surtout les hommes. Et ça, mon dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien en Big 2026. Messieurs, prenez-en de la graine. Cet animé est d'utilité publique. Mais je dois quand même avouer que dès le premier épisode et jusqu'à la fin, énormément de choses m'ont fait penser à Hana Yori Dango. Dans le style d'écriture de Yoko Kamio, on le sent qu'elle a envie de mettre des thèmes, des tropes et même des scènes qu'elle adore écrire. À commencer avec Lily, tout comme Makino de Hana Yori Dango, c'est un personnage fort qui n'hésite pas à mettre des grandes patate dans la gueule, elle peut crier, dire ce qu'elle pense, se barrer d'un coup, elle est un savant mélange de fort caractère, de compassion et de douceur. Également le fameux trio de peste est de retour, et même si elles n'ont pas forcément d'importance, elles ont leur petite scène et je vous avoue que ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. Yoko Kamio voulait avoir une histoire d'amour avec un aristocrate. En vrai, c'est une version un peu exotique de Tsukasa Domyoji, qui est juste un fils de riche japonais. Et du coup, encore une fois, on aborde le thème des classes sociales, ils n'ont pas la même vie, pas les mêmes buts, et surtout pas les mêmes engagements. Et en termes de scénario, c'est ultra intéressant. On a également le triangle amoureux, tout comme Rui dans Hana Yori Dango. Nous avons notre bonbon gentil et attentionné, cette fois-ci avec le personnage de Shin, un japonais qui va également arriver à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Thomas, mais cette fois-ci, on n'est pas sur un personnage indifférent, un peu passif et qui est quand même un petit peu red flag. Là, on est sur du gros green flag. Et encore une fois, monsieur, prenez-en de la graine. Autre moment que je dois notifier qui est littéralement une scène copier-coller de Hana Yori Dango, et je sens que Yoko Kamio adore ce genre de scène, pour notre plus grand bonheur. C'est la scène du bal qui, dans la première œuvre, Hana Yori Dango, avec Makino qui va arriver complètement métamorphosée. On lui prête une très belle robe qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir étant donné qu'elle vient d'une famille pauvre. C'est un peu l'effet Cendrillon. Et là voilà, au milieu de toutes ces personnes extrêmement riches, tous subjuguées par sa beauté, et évidemment Tsukasa et bouche bée. Et bien dans Prisme Rondo, on a exactement la même scène. Il y a un fameux bal, on va lui prêter The Robe, et voilà
qu'elle va vivre son moment de gloire, Go Girl, That's Your Moment. Et je vous avoue que cette scène, elle est sublime. On a également une scène où on va la voir courir pour essayer de rattraper l'homme qu'elle aime, tout comme dans Hana Yori Dango. Mais je vais m'arrêter là pour les similitudes, je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais en tout cas, Yoko Kamio prend ce qu'elle fait de mieux et qu'elle adore faire et l'a mis dans cet animé, tout en modernisant certaines choses, le rendant totalement regardable par tout le monde. Et le gros point fort, c'est que dans Prism Rondo, on a un peu effacé ce côté redondant des romances avec la fameuse peste, les persos extrêmement red flag qui vont tout faire pour saboter l'histoire, les non-dits, les longs secrets qui font durer le suspense bêtement, étant donné que le red flag ne fait pas partie de cet anime et les sujets problématiques non plus. Ça va plus vite au niveau des relations sociales et des dénouements, c'est aussi plus réaliste, plus apaisant mentalement, ça met du baume au cœur de voir enfin de la bonté dans ce monde de brutes. On est d'ailleurs sur un récit avec une large amplitude temporelle, parce que Prism Rondo, c'est une romance, certes, mais c'est avant tout un animé sur l'art, la culture et l'histoire. Ce qui va d'abord vous surprendre dans cette œuvre, c'est la découverte de l'Europe, et en particulier de l'Angleterre, au travers des yeux d'une japonaise qui vient de faire 10 000 km pour connaître une nouvelle culture, voir de nouvelles technologies, découvrir la faune et la flore qu'elle n'a jamais vues, et être émerveillée par ce monde nouveau. Parce qu'il faut comprendre, l'histoire du Japon est assez particulière au moment où se passe cette œuvre. Nous sommes au début de l'ère Taisho, et ça fait pas si longtemps que les frontières du Japon ont été rouvertes. Tout le monde connaît l'ère Edo, cette fameuse période qui a eu droit à des milliers d'œuvres, de mangas, de séries, de films, car c'est une période où le Japon avait ses frontières fermées. Et pendant cette période, la population du Japon sera de plus en plus alphabétisée. L'art japonais est à son apogée, et surtout c'est la période des shoguns avec les Tokugawa. D'ailleurs, la série Shogun disponible sur Disney+ vous explique un peu ce qui va se passer avant la bataille de Sekigahara qui va mener à l'ère Edo. Sauf qu'après 250 ans tranquillou, en 1854, les Américains débarquent, dont un commodore du nom de Matthew Perry qui va faire en sorte que le Japon signe un traité à la convention de Kanagawa visant à ouvrir les frontières. Comme ça, tout le monde peut aller et venir au Japon, surtout les Américains, et voici à peu près ce qui a dû se passer. Ça fait 250 ans que vous êtes tranquille dans votre coin, moi ça m'arrange pas du tout, voyez. Donc vous allez adopter une politique colonialiste comme moi parce qu'on est les meilleurs, sinon on vous pète la gueule. Ouais, ça fait longtemps que les Américains sont comme ça. Ce qui veut dire en fait que c'est les Européens qui sont comme ça. Parce que les Américains en fait c'est des Européens à la base. Et c'est ainsi que nous arrivons à l'ère Meiji, nom de l'empereur de l'époque, et donc à l'impérialisme japonais qui va apporter plus tard son lot de conflits géopolitiques avec la Chine notamment. Mais du coup au moment où Lily arrive en Angleterre, ça fait techniquement 50 ans que les frontières ont rouvertes. Et c'est pas beaucoup. Le Japon se développe très vite et apprend des autres pays tout en conservant quand même sa culture et son authenticité. C'est ainsi que pendant l'ère Taisho, qui va être représenté dans l'animé et que vous pouvez notamment retrouver dans l'œuvre Demon Slayer, vous avez un Muzan avec un costume 3 pièces entouré de personnes qui portent des kimonos. C'est une période où justement l'occidentalisation se mêle à la tradition japonaise. Et lorsque je vous ai parlé de la convention de Kanagawa, ce fameux traité qui va être signé voire imposé par les Américains, c'est ce qu'on appelle les traités inégaux. Les pays occidentaux vont imposer au Japon et aux autres pays qui auront subi ces traités inégaux d'avoir des standards politiques et économiques équivalents à l'Occident. Il y aura quand même des bonnes choses dedans, l'éducation est rendue obligatoire pour les garçons et les filles, mais attention, elle va quand même être inégale entre hommes et femmes, car c'est en effet avec l'arrivée de l'ère Meiji et l'occidentalisation du pays que la vision de la place de la femme devient misogyne et réductrice. Les femmes ont moins de droits et de pouvoir que pendant l'ère Edo, une ère où déjà à cause du confucianisme, la place de la femme avait régressé, contrairement à l'époque Kamakura où les femmes étaient libres de se marier, de divorcer, d'avoir des relations sexuelles quand elles voulaient, voire même d'avorter. Il y avait même des femmes combattantes appelées Onabu Geisha. Mais à l'ère Meiji, le patriarcat s'intensifie et la notion d'asservissement au chef de famille est de mise, notamment à cause d'une inspiration directe du code Napoléon. Cocorico, la misogynie, c'est français. Cette occidentalisation du Japon va aussi enlever le principe de classe sociale, qui sonne la fin des samouraïs. Mais c'est assez drôle d'ailleurs parce que dans la série, Dorothy, une des meilleures amies que va se faire Lily en Angleterre, pense qu'elle est une samouraï parce qu'elle croit que tous les Japonais sont des samouraïs et ont des shurikens. J'avoue que cette scène était quand même très drôle. Plus le petit effet réverb là, ça m'a tué. Ils vont également changer de calendrier, passant au grégorien, un calendrier occidental, même si le calendrier japonais, se basant sur l'arrivée du printemps comme premier jour de l'année, est toujours en vigueur pour l'année scolaire par exemple. Pendant l'ère Meiji, on va même voir arriver le yen. Et oui, cette monnaie n'existait pas avant. Ils vont essayer de mettre en place une économie stable, car qui dit pays qui s'industrialise, dit business. N'allez pas croire que les Américains font ça en gaieté de cœur, en mode héros quoi. C'est toujours l'argent derrière.
En fait, le Japon se rend compte avec l'ouverture des frontières qu'il est en retard d'un point de vue industriel et infrastructure comparé à l'Occident. Et maintenant qu'il est présent sur la scène internationale, le gouvernement met les bouchées doubles pour combler ce manque rapidement et faire face aux superpuissances adverses. Et c'est ainsi que des Japonais sont envoyés à l'étranger. Dans l'anime, Riri part du fait que le gouvernement ait payé son voyage et ses études en Angleterre. Et c'est un fait historique. Le gouvernement japonais va offrir des bourses aux étudiants pour qu'ils partent à l'étranger, permettant de récupérer un maximum de savoir occidental pour le ramener au Japon. Vous avez l'exemple dans Le vent se lève de Miyazaki, où le héros Jiro apprend l'anglais pour lire des revues étrangères sur l'aéronautique, il est fan de Caproni, un ingénieur italien, et est même envoyé en Allemagne pour étudier l'aviation allemande et leurs grandes avancées. Oui, on sait, après ils étaient un peu potes. On va pas parler ça aujourd'hui. Tout au long de l'anime Prism Rondo, Riri découvre de nouveaux paysages, s'émerveille de tout, sauf de la cuisine anglaise, que lui prépare la femme qui les accueille. Bon, en même temps, elle est pas tombée sur le top gastronomie au niveau pays, quoi. Elle découvre également cette nonchalance que peuvent avoir les gens dans la rue, leur côté pressé et peu avenant, les gens marchent partout, n'importe comment, se bousculent, la désorganisation, personne ne fait de courbettes pour s'excuser ou dire merci, la proximité et la fougue de ses amis à des années-lumière de la notion de distance et de retenue japonaise, les vêtements sont complètement différents, elle teste l'horreur du corset extrêmement serré, elle porte désormais des bottes, une jupe midi et une chemise, des chapeaux en tout genre. C'est d'ailleurs un gros point fort, la mode dans cet animé est travaillée et peaufinée, elle correspond parfaitement aux différentes époques qui vont être montrées tout au long de l'histoire. En fait, Prism Rondo, c'est une véritable ode à l'Angleterre, ses paysages, son architecture et sa culture, notamment aristocratique au travers de la famille de Kit et de ses proches. Kit Church passe d'ailleurs de personnage mystérieux et énigmatique à personnification même de l'artiste génie maudit. Car Prism Rondo, c'est une lettre d'amour à la vie d'artiste et aux beaux-arts. Je sais que le titre français, Le prisme de l'amour, ou même le titre anglais, Love Through a Prism, peut donner des airs d'histoire gnangnan. Oui, dès qu'il y a le mot amour, c'est chiant, on perd la moitié des gens. Nous vivons dans un monde triste. Mais l'amour ici n'est pas sous une définition basique d'amour entre deux personnes et de romance simple. Tout comme Interstellar est le lien entre l'amour et la science, plus précisément la gravité, Prism Rondo va lier l'amour et l'art de manière singulière. Si on prend la notion de prisme, on a d'abord cet objet qui permet de décomposer la lumière en déviant ses rayons lumineux, nous donnant un arc-en-ciel de couleurs. Mais la notion de prisme au sens figuré est la déformation de la réalité. Si par exemple mon regard sur une situation est biaisé par la jalousie, je vais mal interpréter un simple geste. Et à contrario, si ma vision est emplie de joie, un paysage ou même un simple objet peut devenir plus beau et précieux à mes yeux. Le premier prisme qu'on va aborder, et le plus important, c'est celui de Riri. Elle arrive pour être la meilleure, et ça va être le premier problème car elle va oublier sa passion, et juste chercher à atteindre l'inatteignable. Car l'art ne laisse pas de place à l'ambition et à l'orgueil, elle vous apprend l'humilité. Mais Riri n'a que 6 mois pour atteindre son but. Mais l'art n'est ni lent ni rapide. L'art, c'est se créer une bulle où le temps s'arrête. On verra d'ailleurs plusieurs personnages oublier de manger et s'évanouir car trop pris par leur création. Et cette course à la première place va la dévier de sa passion principale, celle de juste ressentir, ouvrir son sketchbook et dessiner ce qu'elle voit au travers de son regard, son propre prisme. Mais au début, Riri n'a qu'un prisme scolaire, fade, sans empreinte. Elle n'a pas encore fait traverser sa propre lumière au travers de son prisme. Et c'est au travers du personnage de Kit qu'elle va comprendre qu'il faut prendre des risques et lâcher prise. C'est votre cœur qui doit tenir votre pinceau, pas votre cerveau. Mais cette compréhension n'arrivera pas facilement, car cette course contre la montre et ce sentiment d'infériorité face à Kit vont brouiller son esprit, le tout mêlé à des sentiments naissants pour ce dernier. Riri va évoluer dans cette histoire au travers du prisme de l'expérience, de la découverte et de l'émotion, mais également du regret. La Première Guerre mondiale va venir entacher son prisme. Il n'aura plus de couleurs, une vie monochrome qui symbolise la perte et l'enfermement à double tour du rêve. Au travers de Lily, c'est la recherche de cette petite étincelle en plus, qui fait que l'on comprend que l'œuvre qu'on a peinte ne peut appartenir qu'à nous. On reconnaît du Picasso, du Klimt, du Delatour ou du Van Gogh, non pas seulement parce que visuellement ils sont reconnaissables entre mille, mais bien parce qu'ils transpirent le prisme propre à l'artiste. Les prismes les plus importants sont ceux de Riri et de Kit, qui sont intrinsèquement liés. Le prisme de Kit est déjà singulier, haut en couleur, mais teinté de mélancolie. Son âme transpire sur ses œuvres, mais le poids de son héritage familial vient lui rappeler qu'il ne pourra jamais être artiste, ça ne sera toujours qu'un passe-temps. Alors que pour Kit, c'est sa raison de vivre. Il s'exprime au travers de ses toiles et de ses dessins, il est plutôt silencieux, maladroit dans ses paroles, et pourtant il ne crie que des vérités. Son statut ne fait pas partie de son art. Il aimerait que tout le monde lâche prise et assume réellement leur choix, mais c'est mal interprété et vu comme un privilège de riche. Mais l'histoire
avec un grand H. Oh, avec le grand H. On va se calmer avec la blague du grand H. Donc je disais, mais l'histoire avec un grand H va nous rappeler que certains privilèges peuvent enfouir votre passion et vous forcer à abandonner tout rêve d'artiste. La vie de Kit au travers de cette œuvre exprime une réalité que beaucoup ont dû traverser au fil des guerres et des conflits. L'art pour certains avec la guerre n'avait plus sa place dans un quotidien de survie et de devoir. Nombreux sont ceux qui ont abandonné leur piano ou leur chevalet pour le fusil et le treillis. Kit n'arrête jamais de dessiner, car c'est sa seule façon de prouver qu'il est en vie. Son crayon est une extension de lui-même, et les couleurs les reflets de son âme. Et il va quand même dire une phrase qui va m'achever et me montrer à quel point son personnage est extrêmement profond. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment à partir de cette phrase et de cet épisode que j'ai compris tout l'impact qu'allait avoir sur moi cet animé. Kit montre ses faiblesses à ce moment-là. D'ailleurs, pour lui, cela n'en est pas une. Les gens le mettent sur un piédestal alors qu'il n'a jamais trouvé son travail réellement bon. On pourrait presque appeler ça le syndrome de l'imposteur. Mais Kit utilise ça comme moteur pour évoluer plutôt que de se plaindre du talent des autres ou de leur richesse et statut. Il peut même être admiratif de leur travail. Pour Kit, seul le travail et les intentions payent, car l'art se moque de votre compte en banque ou de votre nom de famille. Et il montre à ce moment-là qu'il aimerait aider les autres à s'en rendre compte. De manière maladroite certes, mais aussi qu'il souffre de ce statut, au point où son vrai prénom, Christopher, est caché. Et à ce moment-là, tout le monde a pris une gifle, y compris moi devant ma télé. Et cette gifle, elle disait « Arrête de te comparer ». Bien d'autres prismes sont abordés au travers de tous les personnages, ce qui fait de Prisme Rondo une œuvre complète où chaque détail, chaque histoire est travaillée et apporte son analyse et sa vision. Spoil! C'est le moment de partir ou de passer au prochain chapitre. Si vous avez pas vu Prisme Rondo, c'est bon? On peut y aller? Je suis obligée d'en parler. Mais une fois que Riri est retournée au Japon et que sa vie n'a plus de couleur, qu'elle apprend la mort de Kit, coincée dans un avenir rangé dans la boutique de kimono, future épouse d'un homme qu'elle apprécie mais qu'elle n'aime pas. Bon, déjà, j'étais en position latérale de sécurité sur mon canapé. Mais lorsque Shin, notre bonbon green flag d'amour, croit apercevoir Kit et que l'espoir revient, j'ai cru que lorsqu'elle reverrait Kit, les couleurs reviendraient. Et pourtant, non. Elle y voit le bleu de ses yeux, le blond de ses cheveux grâce à la lumière des feux d'artifice, un peu comme à l'image du tableau qu'elle a peint pour la galerie d'art. Seule la lumière permet de réellement voir les formes et les couleurs. Mais la vie est toujours en monochrome, et ce qui est extraordinaire dans cette fin, c'est que Riri va retrouver ses couleurs grâce à la peinture. Oui, la venue de Kit a ranimé une passion, mais c'est surtout ce carnet de croquis, les dessins de Kit, qui vont rouvrir la porte de ses rêves et ranimer la flamme de sa passion. D'autant plus que les silences de Kit, pour laisser ceux qu'il aime être heureux, c'est juste une leçon de vie, de karma, une leçon de destin. Leur amour est lié à leur art. Ils transcendent le temps et l'espace comme un fil rouge qui les relie, défiant la vie et la mort. En fait, ils tombent amoureux l'un de l'autre au travers de leurs dessins. Il n'est jamais question de beauté physique. Le « je t'aime » n'est jamais exprimé directement. Il est suggéré. Et cette barrière culturelle va constamment ralentir Riri dans l'expression de ses sentiments. En fait, c'est une œuvre qui se passe en Occident, mais qui exprime l'amour à la japonaise. L'amour qui passe par la beauté de ce qui nous entoure. Tsukiga kirei. La lune est belle ce soir. Et cette phrase, pour les Japonais, c'est une déclaration d'amour. Et lorsqu'ils se disent « c'est exactement pareil ». Et je pense sincèrement que la déclaration de fin sur la plage est une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Elle est la couleur qu'il manque à sa vie. Et ça, venant d'un artiste peintre, je pense qu'on ne peut pas être plus précis pour exprimer l'impact et l'importance de Lily sur la vie et le cœur de Kit Church. Elle est la première femme dont il peindra le portrait, elle est un arc-en-ciel, elle fait partie de son prisme. L'art ne ment pas. Une œuvre d'art exprime une sincérité. L'art transcende les cultures, les âges et les classes sociales, le conflit et les frontières. L'art et l'amour sont deux notions parfois abstraites et pourtant intrinsèquement liées. En fait, si je parle du prisme de Kit et de Lily au travers de l'œuvre, tous les personnages sont mués par le même prisme, celui de l'amour. L'amour de la vie, la recherche du bonheur et de ce qui nous anime. Suis-je heureux? Ce choix m'apportera-t-il réellement le bonheur? Ou ne suis-je soumis que par la pression et les conventions familiales et sociales? La bonne question n'est pas « qui dois-je être ?», mais « qui je veux être ?» C'est l'heure des recommandations. Étant donné que je vous ai expliqué dans la FAQ que cette chaîne allait partir un peu pop culture, je vous fais une petite recommandation d'animés, de films et de séries.
Si vous avez aimé Prisme Rondo. Évidemment, j'en ai parlé en début de vidéo, mais pour la partie animée, j'ai cité Violet Evergarden. Si vous avez aimé cette période, ses tenues et cette histoire d'amour qui mêle autant la souffrance que la passion, c'est une œuvre exceptionnellement belle, forte et poignante. Mais également Your Lie in April, parce que si c'est l'art qui vous a vraiment tenu en haleine, cette fois-ci, ça parle de musique. Et ça vous tiendra en haleine jusqu'au bout. Mais attention, c'est le plus triste. Mais c'est une expérience à vivre, et ces deux œuvres sont sublimes. Et si vraiment vous voulez pas être en PLS ultime, mais vous aimez les histoires avec de l'art et de la romance assez douce, Kono Oto Tomare est un petit bonbon à voir et du miel pour vos oreilles. Une pépite sous-cotée que je me devais de citer pour tous les amateurs d'art et d'anime émouvants qui vous font du bien. Et pour la partie film, je vous propose Un long dimanche de fiançailles, film français des années 2000, sublime histoire pendant la période de la Première Guerre mondiale, émouvant, haletant et relatant les désastres de l'après-guerre. Également impossible de ne pas le citer, Orgueil et préjugés, car si vous aimez la romance avec un grand A, l'Angleterre, ses paysages, sa campagne, des plans dignes de tableaux impressionnistes et romantiques, et surtout Monsieur Darcy est un énorme point fort du film, croyez-moi. Autre titre, Atonement. Je l'ai vu récemment et je vous avoue qu'il m'a énormément marqué. Il est très beau, mais pareil, il va être très triste. C'est par le même réalisateur que Orgueil et préjugés, et il vaut vraiment le détour. Si vous voulez aller au Japon pour une romance exceptionnelle, Mémoire d'une geisha. Si vous n'avez pas encore passé le cap, c'est un de mes films préférés. D'une beauté et d'une puissance visuelle époustouflante, une histoire sublime, et il mêle encore une fois histoire avec un grand H, culture japonaise et une romance torturée. Et pour les séries, ce sera une seule que je vous conseillerais, c'est un drama coréen. Et si vous ne l'avez pas vu, sachez qu'il a même inspiré la mangaka Oreko Tachibana, autrice de Promise Cinderella ou encore Les Noces des Lucioles, tant l'histoire était prenante. Le titre de ce drama coréen, c'est Crash Landing on You, et je vous avoue que même s'il y a des sujets lourds comme les tensions entre Corée du Sud et Corée du Nord, le côté drama coréen, son humour et le jeu d'acteur des deux personnages principaux égaiera un peu votre visionnage. En fait, Le Prisme de l'amour, ce n'est pas un anime de romance. C'est une œuvre qui parle d'amour au sens large, d'à quel point l'amour peut transcender l'espace et le temps, de comment une peinture peut vouloir dire « je t'aime », comment les couleurs sont un cri du cœur, celui qui vous hurle de choisir la bonne voie, celle de la passion, celle du bonheur. C'est une œuvre qui vous rappelle de ne jamais oublier de rêver, d'aimer, de profiter de l'instant, car du jour au lendemain, la mort, la maladie, la guerre peuvent tout effacer. Elle vous rappelle de mettre de la couleur dans votre vie, de laisser entrer la lumière, car sans elle, votre prisme ne pourra jamais vous montrer à quel point la vie vaut la peine d'être vécue. Bye bye les Nakama.